Bonjour, bon mardi, Madame, Messieurs, merci encore d'être des nôtres ce jour pour la revue des grandes unes avec la presse qui est disponible en kiosque et nos invités qui sont déjà sur ce plateau qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que proposée par la presse. La nouvelle expression parle de Wanted sécessionniste avec un grand titre, les mandats d'arrêt dans l'impasse. Le journal fait savoir que les crimes audio auxquels le Cameroun assiste ces derniers temps dans les régions anglophones rappellent ces mandats d'arrêt internationaux que le gouvernement avait donc lancé il y a plusieurs mois pour faire interpeller les leaders séparatistes dont l'identité et bien entendu les pays de résidence étaient pourtant bien connus. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également de la vallée d'une thème avec Nietzsche, Jean-Michel Nietzsche qui dénonce notamment la mafia. Le député dit comprendre le soulèvement des populations. C'est en page 4 de ce même journal ce matin. Le journal parle également de la villa où il tue son neveu et l'enterre. Le jeune Gaëtan, 17 ans, a assassiné son neveu de 6 ans et l'a enterré justement en cachette. On peut lire aussi la suite en page 2. On parlera également de Bafoussam, une famille dans la rue. Une mère et ses enfants ont été donc en train de libérer le domicile familial. Tout cela en page 9 du journal ce matin. Et on s'intéressera aussi à la fuite des épreuves avec les auteurs tenus donc Naloba Lyonga qui tient donc les coupables des fuites des épreuves du baccalauréat général à lire en page 3 de la nouvelle expression ce matin. L'autre journal disponible en kiosque, c'est Kalara qui parle du Conseil supérieur de la magistrature. Comment Laurent Esso a pris tout le contrôle donc de l'appareil judiciaire. C'est le dossier à découvrir dans le journal ce matin, donc dans cette édition spéciale. Donc le journal parle d'analyse et des statistiques sur la répartition des postes importants de la magistrature. C'est dans le journal en kiosque. Forum Libre parle de création des chefferies traditionnelles dans le logo Néchari. Les populations dénoncent donc le préfet, mais condamnent et avec également d'autres faits également à lire dans le journal ce matin. Voilà ce que la presse propose. Et sur le journal Essentiel Cameroun s'intéresse au patrimoine ce matin. À qui appartient la terre? C'est la question que se pose le journal. Le journal parle également du baccalauréat 2020. Donc les 7 qui ont fait couler l'eau, c'est à lire en page 2 du journal L'Essentiel qui s'intéresse également à la sécurité, parlant notamment de l'alerte à la bombe à Yaoundé. C'est ce qu'on dit également dans le journal ce matin. Éco-santé qui en kiosque parle de transfusion sanguine au Cameroun. Paul Biya honore le personnel de santé et c'est à découvrir dans le dossier. Le même journal s'intéresse également à la lutte contre le Covid-19. Malachi Manaouda inaugure le centre d'isolement de Bertois. C'est à découvrir dans le même journal ce matin, d'autres informations aussi. Le journal Émergence parle donc de crainte d'une seconde vague de contamination au Cameroun. Le ministre de la Santé publique tire donc la sonnette d'alarme. C'est en page 5 du journal. Le même journal parle également des fonds de solidarité Covid-19, la colère des enseignants à lire dans le journal ce matin. Et on parle également du ministère de la fonction publique, de la réforme administrative, une bombe artisanale neutralisée. C'est ce que le journal propose en page 2. Autant d'informations à découvrir dans la presse que nous avons reçue en notre rédaction ce matin. Nos invités sont déjà installés. Donald Brice et Kamgan, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Camille, bonjour à nos téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de plaisir ce matin et sur ce plateau précisément. Très bien, merci d'être là, comme tous les mardis. Bonjour Camille Nélé. Flavien Vallonongo, bonjour. Bonjour Donald Brice. Il faut dire que vous m'avez manqué. Vous aussi, certainement. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, donc votre acolyte de tous les mardis. Oui. Voilà, il est enfin là. Mon contradicteur attitré. Attitré. Bien. Alors, nous parlons ce matin de la nouvelle expression qui propose un sujet, parlant de Wanted sécessionniste, les mandats d'arrêt dans l'impasse. On voit bien, avec des visages bien connus, aussi des crimes odieux auxquels le Cameroun assiste donc ces derniers temps. On parle justement de ces mandats d'arrêt. Ce que sont devenus ces mandats d'arrêt de Nalbris Kamgan. Oui, la nouvelle expression se souvient qu'il y a environ un an et un peu plus, le gouvernement a lancé un mandat d'arrêt international contre les commanditaires des tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils sont nombreux et éparpillés dans plusieurs pays, à la fois africains et occidentaux. Christian Yopazam qui est en Belgique, Marc Barita, Christian Yopazam aux États-Unis, Marc Barita en Belgique, d'autres figures en Afrique du Sud, au Nigeria, en Autriche, en Norvège. Ils sont nombreux dans le monde qui financent, collectent des fonds, assurent l'achat d'armes pour les combats dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le gouvernement a entrepris de saisir Interpol pour obtenir leur arrestation, leur transfert au Cameroun.
Sauf que la nouvelle expression constate que plus d'un an après ce mandat d'arrêt international qui avait été lancé par le gouvernement camerounais, ils sont toujours en liberté, personne n'a été interpellé et cela complexifie évidemment la sortie de crise. On aura d'autres éléments à donner sur les enjeux et les implications de la mise en œuvre de ce type d'opération. Qu'est-ce qui fait problème de Kamine Elie avec le titre de la nouvelle expression parlant de ces mandats d'arrêt dans l'impasse? On ne connaît pas la suite. Il faut dire que non, il faut d'abord commencer par reconnaître que c'est à la suite de la multiplication de ces assassinats monstrueux, horribles, que même les ONG, même des États, et toutes sortes d'organisations s'émeuvent et comprennent que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est plus seulement une revendication ou une libération d'un territoire, mais tout simplement, nous sommes en train de tourner dans un carnage collectif. Alors, il y a encore un dernier, on a vu tout, la semaine dernière comment la jeune dame se faisait décapiter. On a vu encore ce week-end comment un jeune homme était tout simplement massacré à la hache. Comment on lui donne le coup de hache, comment la hache cale même sur le crâne et l'assassin met le pied sur la tête pour arracher la hache, pour donner un autre coup de hache. C'est affreux. Et on ne comprend pas comment ces criminels continuent à envoyer ces images sinistres dans les réseaux sociaux. Donc, compte tenu de cela, je pense que l'État du Cameroun va mettre tous les moyens, d'autres moyens, des moyens supplémentaires pour mettre la main sur tous ceux qui sont considérés comme les cerveaux de cette lutte qui était au départ, que l'on croyait légitime ou bien peut-être respectable à un moment donné, mais maintenant qui tourne tout simplement à un jeu de massacre collectif. Et il en est même jusqu'au président Donald Trump qui a dit, qui a reconnu que non, ce qui se passe aujourd'hui au nord et au sud-est est tout simplement inacceptable. C'est pour cela que le Cameroun et beaucoup de conscience se mettent à demander au Cameroun, mais où en est-on avec les mandats d'arrêt lancés contre ces personnes qui vivent tranquillement avec leur famille dans certains pays d'Europe et d'Afrique, tranquillement, alors que sur le terrain, il y a des hordes de criminels qui continuent à semer une terreur tout simplement infernale. D'accord. Alors, Donald Kangwa, le journal rappelle quand même que ce sont ces mêmes pays qui soutiennent le Cameroun, qui abritent ces personnes que l'on recherche. Oui, la nouvelle expression appelle ce matin quelques extraits du récent communiqué du ministre de la Communication, Emmanuel Sadi, qui a appelé les pays amis, comme il les a désignés, à coopérer pour mettre la main sur les commanditaires de ces crimes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais la question est plus complexe que cela. Vous savez qu'il faut d'abord qu'il y ait des accords. Il y a d'abord des accords judiciaires entre les États qui sont en jeu, mais au-delà des accords judiciaires, même lorsque ces accords existent, la mise en œuvre, la mise en application de ces accords dépend souvent d'un certain nombre de tenants politiques, les rapports qu'on a avec ce pays-là, les intérêts qui sont en jeu des uns et des autres. Donc il y a, au-delà de la question judiciaire, des enjeux et des facteurs politiques qui entrent en jeu pour obtenir l'arrestation, le transfèrement d'un citoyen d'un pays à un autre. Donc tout cela complexifie la chose. Mais disons que le gouvernement doit pouvoir rester cohérent dans ce qu'il fait. On se souvient que le gouvernement avait invité certains de ses leaders séparatistes à prendre part au dialogue national tenu en septembre-octobre 2019. En même temps, on n'avait pas levé le mandat d'arrêt international. Soit on maintient la ligne dure contre cela, soit on leur dit, écoutez, nous sommes les fils et filles d'un même pays, venez à la table de négociation, discutons et trouvons une voie de sortie à cette crise, évidemment, qui n'a que trop duré et qui a produit la catastrophe humaine et économique que tout le monde sait. Très bien, donc c'est un article à lire en page 3 de la Nouvelle Expression ce matin, Kamine Elie. On voit bien que ça dure. Non seulement ça dure. Comme le dit souvent, ça dure et ça perdure. C'est dur et ça dure. C'est dur et ça dure. C'est dur, mais comme je le dis, si le gouvernement aujourd'hui est en train de s'activer à tout faire pour mettre la main sur ces leaders connus qui sont terrés à l'étranger, c'est bien parce que toutes ces horreurs qui sont enregistrées et ces personnes qui sont connues comme étant les initiateurs, les leaders, aucun d'eux n'a jamais condamné les actes qui se passent sur le terrain. Parce que, c'est pour ça que beaucoup se disent que ce sont eux qui les commanditent. Parce qu'il est inhumain, il est absolument inhumain
ce que l'on voit dans les images vidéo, c'est tout simplement inhumain. Mais aucune de ces personnalités connues, comme les maîtres à penser et même les financiers de cette guerre, aucun d'eux n'a jamais réagi. Ça veut dire quoi? Ça peut amener tout un chacun à conclure que ce sont eux qui donnent les ordres. Or, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est plus seulement une guerre que l'on présentait comme une guerre de libération. On ne tue pas un peuple que l'on veut libérer et on ne le tue pas de cette manière avec des machettes, avec des haches. D'accord. Nous sommes journalistes sur le plan des faits. Je ne peux pas laisser Camille dire que personne de ces leaders n'a jamais condamné ce qui se passe. On n'a pas entendu. Ou au moins se désolidariser. Je ne dis pas que le fait de se désolidariser, c'est qu'ils ne sont pas derrière. Mais c'est ce que je veux dire. Le dernier fait en date de l'assassinat de cette jeune Comfort Tamasson dans le sud-ouest à Moyoka a donné lieu à des condamnations d'au moins environ trois groupes séparatistes. Ça ne signifie pas que leader ou groupe ça ne signifie pas que ce sont eux qui l'ont fait, mais évidemment, il faut savoir que sur le terrain aujourd'hui, il y a une démultiplication des groupes armés, à la fois séparatistes, et d'autres groupes tenus par d'autres personnes. Tout cela complexifie les issues de sortie de crise, évidemment. En tout cas, on évoque ici les racines quand même. Ça part d'où? Il y a quand même ceux qui pilotent tout cela. Tout à fait. Soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Ça commence par eux. De toute façon. Et maintenant, ça leur a complètement échappé. Et maintenant, je l'ai toujours dit, il y a une multiplication de groupuscules qui sont plus terroristes, plus criminels que engagés vraiment dans le projet sécessionniste. Ce qui fait que c'est ça qui rend la situation beaucoup plus complexe. Et c'est ça qui fait que quand on parle de négociation, vous allez négocier avec qui et laisser qui et connaître qui. Cette rhétorique-là, elle est connue. Je voudrais dire qu'au-delà de l'excroissance de ces groupes séparatistes sur le terrain, vous savez qu'on a fait également à une frontière camerounaise qui est extrêmement poreuse, notamment le Nigeria et ailleurs. Au-delà de l'excroissance des groupes séparatistes, de la démultiplication, l'émancipation de certains groupes par rapport à d'autres, il y a également que des informations plus ou moins crédibles circulent sur les tenants de certains groupes séparatistes, de certains groupes qui ne sont pas forcément séparatistes, qui opèrent sur le terrain. C'est pour ça que je disais que ce type de développement complexifie les issues de sortie de crise. D'accord. Alors, donc la nouvelle expression fait bien de rappeler quand même qu'il y a des mandats d'arrêt qui ont été engagés et qui sont dans l'impasse aujourd'hui. On peut lire l'article en page 3 ce matin. Le même journal a d'autres informations, mais je voudrais bien que l'on s'interroge ou qu'on s'intéresse à ce que Kalara a produit comme un chef-d'œuvre. C'est une édition spéciale. Kalara qui revient ce matin, qui parle du Conseil supérieur de la magistrature, avec comment Laurent Esso a pris tout le contrôle de l'appareil judiciaire. Non, je ne sais pas si c'est Laurent Esso ou si c'est Paul Biya. Vous savez très bien que c'est Paul Biya qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Bon, Laurent Esso, ça veut dire que c'est Laurent Esso qui a tout conçu, qui a tout nommé. Quand moi je vois ici une analyse assez particulière, où le journal affirme que les magistrats Sawa prennent la part du gâteau au Cameroun avec 22%, en occupant 22% des grands postes. Moi je ne sais pas si les magistrats Sawa, si on avait compté aussi le pourcentage de magistrats Sawa avant, ou si on estime que l'Est n'a que 7% de magistrats. Moi je pense que ce genre de calcul d'apothicaire, pour ce qui concerne une institution comme la magistrature, ce n'est pas en termes de ressortissants. Moi, je pense que c'est en termes de qualification, c'est en termes de capacité à gérer la justice, mais pas en termes de... Parce que si on continue toujours à voir les choses en termes de communauté, en termes de tribu, en termes de... On n'est pas sorti de l'auberge. On va toujours essayer de calculer maintenant que, bon, écoutez, il faut, comme il y a 10 provinces, essayons de donner 10% à chaque province. Alors, je pense que c'est pas ça la magistrature. Donc, la grande analyse, le grand dossier de Kalara, moi je pense que il y a un certain nombre de choses qui sont objectives là-dedans, mais il y en a d'autres qui sont absolument subjectives, comme celle qui consiste à donner un pourcentage de magistrats et à estimer que les magistrats de l'origine du ministre, de la région d'origine du ministre sont les plus nombreux au Cameroun avec 22%. Moi je pense que c'est pas comme ça qu'on peut éclairer les justiciables, c'est pas comme ça qu'on peut même amener la justice à être encore plus responsable. La presse ne fait que faire le constat, Donald Louis Kamga, notamment Kalara ce matin. J'ai parcouru Kalara, qui est un hebdomadaire spécialisé dans les questions judiciaires. Le journal est paru aujourd'hui après environ une semaine et plus que ce Conseil supérieur de la magistrature s'est tenu. Moi, j'ai l'impression que c'est un travail sérieux qui a été fait, au-delà de ce que Camille dit. Si vous ignorez la géopolitique sociologique
au Cameroun, dans la construction de l'appareil d'État, vous êtes complètement à côté de la plaque. Non, lorsqu'on parle du manque d'indépendance de la justice au Cameroun, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, il y a des faits qui le démontrent, et le récent Conseil supérieur de la magistrature montre très bien que la chancellerie, le garde des Sceaux, a la main mise sur un certain nombre d'appareils. Parlons du TCS, parlons de la Cour suprême, le premier président, le procureur général, ainsi de suite. C'est la promotion d'un certain nombre d'acteurs plus ou moins proches du garde des Sceaux montre très bien qu'il a eu la main haute sur les travaux. Non, le Conseil est présidé, certes par le chef de l'État, mais le ministre de la Justice était un acteur clé, allez dire la plaque tournante des mouvements qui peuvent être opérés. Donc, sans peut-être citer les noms, mais qui sont connus, les acteurs de la magistrature qui ont été promus, certains déplacés, sont des acteurs que Kalara présente comme étant proches plus ou moins du garde des Sceaux. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Mais ce n'est pas aujourd'hui que le garde des Sceaux est ministre de la Justice. Ce n'est pas la première fois et ce n'est pas aujourd'hui. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que le garde des Sceaux lui-même est magistrat hors hiérarchie. Donc ça veut dire qu'il connaît son monde, il connaît ses gens. Et je ne pense pas que le fait de déplacer les uns et les autres, vous savez par exemple comme la ville de Douala, où il y a eu un balayage pratiquement de 75 à 80%. Il y a des gens qui étaient en poste à Douala depuis 8-10 ans. Il fallait bien les déplacer. Et s'il faut les déplacer et ramener d'autres, moi je ne vois pas comment, parce qu'on est en train de... C'est selon les compétences ou alors la reconnaissance que des personnes ont été bougées? Bon, il y en a qui ont dit, mais j'ai même lu quelque part que ceux qui ont été bougés ont été promus, ceux qui ont été promus l'ont été du fait de leur allégeance au garde des Sceaux ou au régime. Moi je ne pense pas que c'est comme ça que... Je respecte Kalara, qui est d'ailleurs le seul journaliste spécialisé vraiment dans la chronique judiciaire. Et il fait un travail extraordinaire depuis très longtemps. Moi, je pense que cette qualité devrait l'amener à être un peu plus sérieux aussi pour ce qui concerne certaines choses. Et moi, je dis une chose. Il ne faut pas estimer que c'est Laurent Esso seul qui a décidé de bouger tel, de bouger d'envoyer tel. Il y a des magistrats qui ont eu des tas de problèmes, qui ont des tas de dossiers judiciaires, qu'on attendait même de voir comparaître. Et moi, je l'ai dit ici, ce n'est pas au cours de ce Conseil supérieur de la magistrature qu'il fallait attendre des sanctions, mais seulement s'il y en a qui ont été bougés, s'il y en a qui ont été envoyés à la retraite, s'il y en a qui ont été remplacés, et même s'il y en a qui montent, parce qu'il y a des jeunes aussi qui n'étaient même pas dans la magistrature, qui étaient à la chancellerie. Okay. Moi, je pense qu'il faut regarder les choses de manière beaucoup plus froide et laisser de côté certaines considérations qui vont plutôt enflammer les frustrations. En tout cas, le journal a fait un travail qui est attendu par les lecteurs, bien entendu, savoir qui a été bougé, qui a bénéficié de quoi. C'est ça. Combien sont-ils? Et les considérations dont parle Camille, ce n'est pas Kalara qui invente ça. Ce sont des faits, ce sont des constats qui sont faits. Le journal insiste par exemple sur le cas d'Emmanuel Djéré, qui était jusque-là président du TCS, qui était là depuis 2018, qui a fait 2 ans là. Et on a entendu évidemment qu'il y a des tensions entre le président du TCS et le procureur général. Il fallait faire des arbitrages. Emmanuel Djéré, manifestement, si je lis ce qui est dans Kalara ce matin, on n'était pas en odeur de sainteté avec le garde des Sceaux. Il a été envoyé comme avocat général, pas comme conseiller à la Cour suprême. Il y a des exemples comme ça que la Kalarassi qui montrent très bien que la chancellerie, le garde des Sceaux a une mission. En tout cas, les lecteurs vont lire le dossier proposé par le journal Kalara ce matin, parlant du Conseil supérieur de la magistrature, comment Laurent Esso a pris tout le contrôle de l'appareil judiciaire. C'est ce que vous aurez donc à découvrir dans le dossier ce matin. Alors, l'autre sujet qui est donc contenu dans la presse, il s'agit du journal Émergence ce jour, qui s'intéresse également à l'actualité, parlant de la santé avec ce cas aussi. Donc, le journal est revenu sur le même problème ce matin, parlant de crainte d'une seconde vague de contamination au Cameroun et dans le cadre de la pandémie. Oui, le ministre a fait un dernier pointage. Je crois que le plus récent indique qu'on a 401 morts et un peu plus de 17 000 contaminations, même si par ailleurs il y a un taux important de guérison. Mais les experts, les spécialistes, les médecins indiquent qu'on n'est pas encore au pic des contaminations. C'est pour ça que le ministre de la Santé publique a repris avec sa communication de sensibilisation, notamment sur les réseaux sociaux. Son compte Twitter est suffisamment éloquent là-dessus pour mettre les uns les autres en garde, notamment dans un contexte où on observe qu'il y a un relâchement très, très préoccupant
des mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Très bien. Camille Nélé, la situation reste préoccupante, même si aujourd'hui le ministre fait encore un rappel sur la sensibilisation, parce que relâché quand même depuis quelques temps, les gens n'arrivent plus à respecter les mesures barrières. Il fait bien de rappeler les mesures barrières, parce que vous circulez en ville comment? Aller dans les marchés, aller dans les gares routières, aller fréquenter, arpenter la ville, vous allez comprendre que les gens portent de moins en moins le masque, les gens se lavent de moins en moins les mains, les gens se disent que, il y en a même qui disent que Corona c'est fini, il y en a qui disent que non, Corona c'est pas pour moi, alors qu'en réalité, la pandémie est toujours là, la pandémie continue de faire des victimes, et maintenant, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe ailleurs, pour comprendre que les autres prennent cette pandémie au sérieux. Regardez par exemple un exemple simple, les matchs de la Champions League qui sont en train de jouer. Qui aurait pu imaginer un jour qu'un stade de football, au stade des quarts de finale de la Champions League, se jouerait dans un stade sans spectateurs? C'est incroyable. Ça veut dire que les autres prennent cela au sérieux. Mais on a l'impression qu'au Cameroun, les gens commencent à prendre les choses, à se dire que non, c'est déjà fini, c'est passé. Ou bien les gens s'attendaient à voir des gens tomber ici comme des mouches pour comprendre qu'effectivement, ce virus fait des ravages. Mais le virus fait des ravages. Moi, je pense que le ministre est dans son rôle en disant aux gens de continuer à respecter les mesures barrières, parce que le mal n'est pas encore exorcisé et qu'il est toujours là, et qu'il ne faut pas que les gens pensent que c'est de la rigolade. Non, c'est pas de la rigolade, c'est mortel. Quand ça vous prend, vous êtes parti. D'accord. Alors, donc, on peut lire le journal Émergence, et en même temps, juste à côté, il y a Éco-Santé aussi qui s'intéresse à cette même actualité, mais cette fois pour parler de la transfusion sanguine au Cameroun. Paul Biya qui honore le personnel de santé, et en même temps, puisque le ministre était à l'Est du Cameroun, il allait inaugurer le centre d'isolement de ce côté-là. On voit bien que la bataille se poursuit contre ce virus sur le terrain. Alors, la nouvelle expression de Nadouis Kangwa revient sur deux points importants. La vallée d'une thème avec Jean-Michel Nietzsche qui dénonce la mafia. Le député dit comprendre donc, le soulèvement des populations. Et juste à côté également, il y a l'ouest du Cameroun où Bafoussam, une famille est dans la rue. Une mère et ses enfants ont passé la nuit à la Belle Étoile à cause d'une affaire de litige ou une affaire familiale qui concerne la succession, la gestion des biens et autres. Oui, le journal fait bien de mettre ce type d'actualité en pied de une, parce que vous savez qu'au Cameroun, les questions sociales, la détresse des populations ne sont pas des priorités souvent pour nos gouvernants. Ce type de situation où des familles se retrouvent dans la rue, parfois du fait d'un conflit foncier, rappelle simplement la complexité et les graves manquements qu'il y a dans la gestion foncière au Cameroun. Vous évoquez tout à l'heure le cas de la vallée du Thème et d'autres cas ici dans la région du littoral qui montrent très bien la bataille qu'il y a autour de l'accès à la terre et un logement décent dans notre contexte. Ça signifie qu'on a encore du chemin à faire sur ce plan. Camille Nélé, c'est un véritable problème. De plus en plus, on voit bien au niveau des familles et également au niveau des communautés, la question des terres et de succession préoccupe énormément. Non, moi je pense que d'abord au niveau des familles, ça ce sont des choses qui sont vieilles comme la succession. Vous savez que avant dans nos sociétés, quand un chef de famille mourait, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas les gens ne se préoccupaient pas d'aller établir des titres fonciers, de se partager, parce qu'on savait que non, il n'y a pas de problème. Toute la concession est là, tout le monde peut rester là. Mais avec l'urbanisation, avec maintenant la densification de la progéniture, il y en a qui se disent que non, mais il faut que après papa, que j'ai ma part là-dedans et qu'on ne vienne pas m'arracher ce qui me revient de droit, ou bien que les filles ne se disent pas que non, c'est pas parce que je suis une fille que j'ai droit à rien. Ce qui fait qu'on se retrouve toujours dans les familles camerounaises, quelles qu'elles soient, même dans les familles musulmanes où vraiment les problèmes de succession n'ont jamais, sont toujours régulièrement étouffés, tout simplement pas dans le cadre de la religion, dans le cadre de la discrétion. Mais aujourd'hui, les gens ne se taisent plus, les gens revendiquent. C'est pour ça qu'on peut enregistrer des drames. On a enregistré des drames comme on a enregistré partout à travers l'Afrique, comme partout à travers le monde, des drames de famille pour des problèmes fonciers liés à la succession. Ça, c'est quelque chose d'absolument, je dirais pas banal, mais régulier. D'accord. Cette fois, avec le cas de Bafoussam, où une famille est dans la rue carrément, c'est une mère et ses enfants qui se sont retrouvés dans cette situation. Mais maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi cette famille se retrouve donc à la Belle Étoile, qui passe de nuit à la Belle Étoile. C'est à lire dans le journal La Nouvelle Expression en page 9, et dans la vallée du Thème, on parle de cela en page 4 aussi. Et là, ce matin, l'essentiel pose donc la question, parlant de patrimoine, à qui appartient la terre, finalement?
La terre appartient à ses propriétaires. L'État et les communautés qui sont propriétaires de la terre, notamment en raison d'un certain nombre de droits, notamment au plan coutumier, qui reconnaît le droit des communautés à disposer d'un certain nombre de biens au plan foncier. La question que le journal pose ce matin, elle est centrale. Vous savez que ces dernières semaines, les conflits fonciers se sont accentués au Cameroun, Vallée du Nthème, Sanaga-Maritime, Nkam, Vouri ici même, et qui mettent en œuvre ces conflits, qui mettent en œuvre un certain nombre d'acteurs, notamment des acteurs institutionnels et privés. De façon globale, c'est un secteur qui est fortement miné par la corruption. Vous avez des acteurs tapis au sein de l'État qui publient, offrent, délivrent les doubles titres fonciers, les doubles achats de terrain qui s'enchaînent par la suite, alimentent ce type de conflit, crispent les tensions, et dans un contexte où la terre devient de plus en plus rare, il n'est pas surprenant que cela attise les conflits qui peuvent, d'après certaines études, déboucher sur des crises sociales plus graves que ce que nous observons en ce moment. Alors, la question est là. Mais la question se pose au Cameroun aujourd'hui, surtout aujourd'hui où il y en a qui se disent que la terre appartient à tous les Camerounais et chaque Camerounais est chez lui partout où il se trouve. Bon, c'est un principe qui est glorieux. Mais seulement, je ne sais pas si je peux aller, par exemple, à aider à trouver un lopin de terre, aller commencer à défricher et à m'installer. Non, on va me dire, mais mon ami, c'est comment? Vous venez d'où? Ça sort d'où? Donc, ça veut dire que la terre a des propriétaires, a des occupants. Maintenant, pour éviter que ce ne soit une affaire de conquête, une affaire de guerre continuelle, l'État a régulé, l'État estime que toute la nation, et le domaine privé de l'État. Bon, maintenant, le domaine privé de l'État sur lequel les communautés vivent depuis très très longtemps. Ces communautés-là ce sont effectivement chez elles, dans la mesure où aller du nord au sud, à part certainement les musulmans qui, dans leur tradition, sont enterrés là où ils meurent. Mais il y a des gens, la plupart de nos communautés, c'est-à-dire que quand vous mourrez, on vous attaque dans votre village, même si vous avez été à l'autre bout du pays, vous avez fait de grandes choses, vous demandez, et votre famille exige même que vous alliez dans votre village. Ça veut dire que la terre de ce village, c'est la vôtre, c'est pas l'autre. Donc, le problème de la terre aujourd'hui est assez complexe au moment où il y a des investissements, il y en a qui estiment que non, c'est là-bas que je peux investir, c'est là-bas que je peux acheter la terre. Et je pense que nos gouvernements devraient s'activer à réfléchir, surtout à sécuriser les terres de telle manière qu'il n'y ait pas toujours ces problèmes fonciers qui sont même capables de conduire à une guerre civile ou à des déchirements tout simplement dramatiques. Alors on va lire la suite, donc à la suite de cette question, à qui appartient la terre? Le journal L'Essentiel a donc mené des enquêtes et propose des éléments de réponse. Vous aurez l'occasion de lire si vous faites un tour en kiosque ce matin. Alerte à la bombe, on parle de cela dans la Nouvelle Expression et dans le journal L'Essentiel. Alerte à la bombe également à Yaoundé. Il y a le ministère de la fonction publique, de la réforme administrative qui a vécu une scène, pas véritablement une bombe finalement, mais un autre élément qui a bouleversé un peu le fonctionnement de ce département ministériel. Oui, plus exactement un engin de nature explosive qui a été neutralisé par les forces de sécurité qui ont rapidement évacué le deuxième étage de l'immeuble. C'est vrai qu'il y a une mutation qui a titré virage explosif. Oui, mutation qui a insisté sur la récurrence de ce type de situation à Yaoundé. Vous savez que ces dernières semaines, il y a eu des explosions à divers endroits de Yaoundé. Il y a eu Emana, il y a eu Mélène, il y a eu Damas. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, sont des zones de forte concentration humaine. Les experts sur la question pensent qu'il s'agit des groupuscules séparatistes qui ont investi les grandes villes du Cameroun et notamment la capitale pour se faire entendre, pour créer la peur et la psychose. Pour l'instant, on a l'impression que ça leur réussit plutôt. Ils ont réussi à faire exploser, même si pour l'instant, il faut se satisfaire qu'il n'y a pas encore eu de perte importante en vie humaine. Je ne partage pas votre avis, Donald Bresca-Mougan. Je ne partage pas dans la mesure où ce qui s'est passé hier, ce n'était pas une bombe. Il a été établi que c'était un beeper.
c'est-à-dire qui était un petit engin qui signalait, qui faisait un bip, de telle manière qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'explosif là-dedans. Ça a été établi par la suite. Mais les journaux continuent à dire que menace à la bombe. Et vous savez, c'est à la suite de ce qu'on observe quand même depuis quelques temps à Yaoundé. On a observé. Comment est-ce que ça peut se retrouver dans une... Flavien Vallon-Dongo, on a observé quoi à Yaoundé. La première, les premiers engins, les premières explosions que l'on a enregistrées à Yaoundé, c'est des petits trucs qu'on a retrouvés quelque part avec des cocottes minutes et tout ça. Je vais vous dire une chose. Mais ça peut blesser quand même. Je l'ai dit. Ça a blessé, je dis, il ne faut pas dessiner le diable sur le mur. Parce que quand on le dessine, il vient vraiment. Je ne pense pas que les criminels aient vraiment encore la possibilité, et déjà la possibilité d'envisager des temps de terreur. Et je vais vous dire, le jour où des gens mettront vraiment des bombes, vous allez voir que ce n'est pas la chose la plus difficile, hein, d'amener un agent explosif, de le déposer en plein milieu et de partir et de l'actionner à distance pour qu'il y ait des tas de morts. Ce n'est pas encore arrivé jusqu'à présent. Sur les 2 premières ou 3 premières explosions, il y a quand même eu des morts, des personnes qui sont décédées, blessées à la suite de tout ça. Que l'on a vu, il ne faut pas qu'il y ait... Non, je dis, c'était des petits actes anodins. Même hier, c'est un acte anodin. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas être éveillés. Mais ce que je dis aujourd'hui, encore aujourd'hui, il ne faudra pas que les gens entretiennent une psychose qui est injustifiée. Si ce que dit Camille vise à renier ce qui s'est passé, ce serait grave. Je ne renie pas. Mais si ça vise à dire de toutes les façons, rien n'est grave, la situation est sous contrôle, comme l'administration dit souvent, je peux comprendre. Merci à vous également. Vous aurez l'occasion de lire la presse. Demain, nous serons encore là. Il sera 9h20 sur Equinox Télévision. Bonne journée à tous.